Bonjour à tous et merci d'être sur LCP, sur la 8, pour suivre le débat du jour, l'examen en nouvelle lecture du budget pour 2026. Vous avez pu le suivre sur LCP. En fin d'année dernière, une loi spéciale a été votée pour assurer la continuité de la vie de la nation et garantir le fonctionnement régulier des services publics. Seulement, voilà, une loi spéciale, c'est un peu un service minimum. La France ne peut pas durer longtemps sans budget voté en bonne et due forme. Ce jeudi 8 janvier 2026, les députés se retrouvent donc en commission des finances pour examiner en nouvelle lecture ce PLF 2026. Un accord s'annonce lointain à ce stade, mais on va suivre ces débats qui commencent dès maintenant dans la salle de la commission des finances, cette fameuse salle 6350, c'est là que ça se passe, et LCP est dans la place. Bonne séance, à tout à l'heure. Notre ordre du jour appelle l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2026, puisque la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 19 décembre dernier n'est pas parvenue à un accord. Je rappelle que l'examen du texte en séance publique aura lieu à compter de mardi prochain 13 janvier jusqu'au vendredi 23 janvier. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Le délai de dépôt des amendements pour la séance a été fixé à samedi 10 janvier à 17 h. Il faudrait que nous parvenions donc à achever l'examen en commission avant l'expiration de ce délai. Cela va toutefois supposer une grande discipline de la part de chacun. J'y reviendrai de ce point de vue-là. 263 articles sont en discussion et plus de 2000 amendements ont été déposés. Le délai de dépôt des amendements en commission, qui était initialement fixé à mardi 6 janvier, a dû être reporté au mercredi 7 janvier pour les seuls amendements portant sur les états budgétaires du fait d'une difficulté informatique survenue sur l'application Eloi qui n'a pu être résolue que le lundi 5 janvier, un peu avant 21 h. Le nombre d'amendements déposés atteste du fait que chacun a disposé de la possibilité d'amender sans que ces incidents techniques entravent l'exercice de ce droit. Pour donner une idée de l'ampleur de la croissance du nombre d'amendements par rapport au dernier cas de PLF pour lequel nous avions procédé à une nouvelle lecture, je vous rappelle les chiffres de ce PLF pour 2024. 641 amendements avaient été déposés, alors même que le nombre d'articles en discussion s'élevait à 241, ce qui n'est pas si différent des 263 articles en discussion cette année. Je rappelle que le nombre d'amendements examinés n'inclut pas différents amendements jugés irrecevables, soit au titre de l'article 40 de la Constitution, soit au titre de la LOLF, soit au titre de la règle de l'entonnoir, à savoir l'impossibilité clairement définie par la Constitution d'introduire des dispositions autres que celles en relation directe avec une disposition restant en discussion à ce stade en discussion. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, le Conseil constitutionnel juge, je cite, qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre Assemblée. Cette exigence d'une relation directe et pas seulement indirecte avec les dispositions en discussion s'applique dès le stade de la CMP, donc également en nouvelle lecture. Un amendement méconnaissant cette jurisprudence doit donc être déclaré irrecevable. De façon générale, toute disposition qui a figuré dans le texte initialement déposé dans le texte adopté par le Sénat peut être modifiée ou rétablie. En revanche, les dispositions qui avaient été introduites lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée ne peuvent pas être réintroduites car l'Assemblée a rejeté le texte en première lecture et dès lors, aucun article additionnel résultant des délibérations de l'Assemblée avant ce rejet n'est en discussion. J'insiste sur ce point car plusieurs auteurs d'amendements se sont prévalus d'une adoption en première lecture à l'Assemblée pour proposer des articles additionnels qui en fait ne peuvent plus l'être en nouvelle lecture dans la mesure où ils ne figuraient ni dans le texte initial du projet ni dans le texte adopté par le Sénat. C'est une conséquence automatique du rejet de l'ensemble du PLF par l'Assemblée en première lecture. Pour les crédits budgétaires, l'ensemble des crédits peuvent être encore modifiés sur l'ensemble des programmes de l'ensemble des missions dans la limite des règles de recevabilité financière applicables aux amendements de crédit. En revanche, il n'est pas possible de proposer une disposition nouvelle et cela vaut évidemment si la disposition nouvelle prend la forme d'un article additionnel, mais aussi s'il s'agit d'un complément artificiel à un article. L'an dernier, nous n'avions pas eu de nouvelle lecture, mais au stade de la CMP, j'avais été amené, en accord avec le président Raynal, à considérer comme recevables certaines propositions d'instauration de recettes supplémentaires. En effet, dans sa décision numéro 2011-642 DC sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le Conseil constitutionnel n'avait pas censuré une disposition qui avait été introduite dans le texte du PLFSS par le gouvernement après la réunion de la CMP afin d'assurer un surcroît de ressources. Il avait en effet pris en considération
le fait que les prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement de la sécurité sociale lors de son dépôt avaient été modifiées dans le sens d'une dégradation lors du débat et que la disposition nouvelle introduite était expressément destinée à permettre de compenser cette dégradation des prévisions et de l'équilibre financier proposés dans le texte. Cette année, les prévisions économiques initiales associées au projet de loi de finances n'ont pas été modifiées depuis le dépôt du texte. En revanche, les mesures adoptées en PLFSS, postérieurement à l'examen de la première partie du PLF en première lecture au Sénat, ont conduit à une dégradation de 6,6 milliards d'euros de l'équilibre financier proposé en PLF. Il s'agit d'une circonstance de droit et non de fait, mais dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait relevé dans sa décision de 2011 qu'il convenait de tenir compte des modifications des, je cite, circonstances de droit ou de fait survenant en cours d'examen du texte, j'en ai déduit que la transposition du raisonnement de 2011 était légitime. Par conséquent, j'ai considéré qu'étaient recevables les amendements proposant de nouvelles hausses de recettes ou bien des économies supplémentaires destinées à rétablir l'équilibre financier proposé dans le projet initial et à compenser la dégradation résultant des mesures votées en PLFSS. Il fallait toutefois que les auteurs des amendements justifient précisément dans l'exposé sommaire de l'amendement le fait de déroger ainsi à la règle de l'entonnoir pour ce seul motif, comme c'est d'ailleurs également le cas lors des autres dérogations à la règle de l'entonnoir admises par le Conseil constitutionnel sont mises en œuvre par des amendements. Cette dérogation ne s'appliquait qu'à des amendements proposant des hausses brutes de recettes ou bien des économies supplémentaires dont les montants étaient chiffrés ou estimés et qui étaient contenus dans l'enveloppe de la dégradation de l'équilibre résultant du PLFSS et strictement affectés au budget de l'État. Ainsi, un amendement proposant une hausse de recettes supérieure à 6,6 milliards d'euros ne pouvait être jugé recevable en application de ce raisonnement. De même, un amendement affectant une recette fiscale nouvelle ou une hausse de recettes à une personne morale autre que l'État ne pouvait être jugé recevable sur ce fondement. Il en allait ainsi pour des amendements proposant, par exemple, de modifier les dispositions relatives à la CSG qui bénéficient aux organismes de sécurité sociale ou des dispositions relatives aux redevances affectées aux agences de l'eau ou encore des dispositions relatives à la CFE qui bénéficient aux collectivités. Enfin, des propositions ayant pour objet de moduler selon différents paramètres des recettes fiscales existantes, certains de ces paramètres conduisant à atténuer les recettes perçues et d'autres conduisant à compenser ces diminutions ne pouvaient pas non plus entrer dans cette dérogation à la règle de l'entonnoir. C'était par exemple le cas des amendements qui proposaient de substituer de nouveaux barèmes de droits de succession, dans certains cas plus avantageux et dans d'autres moindres, ou encore d'instituer un nouveau barème de l'impôt sur les sociétés. De même, des propositions de refonte d'un dispositif fiscal existant ne pouvaient pas non plus se prévaloir de cette dérogation, pas plus que les propositions de dispositifs fiscaux nouveaux ayant une finalité incitative ou comportementale et non de rendement. Pour être clair, un amendement qui ne faisait pas seulement que augmenter les recettes ou que baisser les dépenses, mais qui pouvait avoir un effet sur une mesure fiscale, j'allais dire structurelle sur l'impôt lui-même, j'ai considéré qu'on n'était plus dans le cadre de cette dérogation. Tout cela se comprend aisément dès lors qu'on leur rappelle que cette dérogation à la règle de l'entonnoir, qui a pour seul objet de permettre de dégager des recettes supplémentaires ou de proposer des économies nouvelles, ne peut pas être étendue de façon excessive, sauf à être totalement dévoyée. Elle ne doit pas être un moyen détourné d'avoir un débat général sur l'ensemble des choix fiscaux qui a vocation à se tenir exclusivement lors de la première lecture. Pour autant, si certains des amendements qui ne pouvaient entrer dans le cadre de cette dérogation ne pourront pas être corrigés pour la séance, en revanche, certains autres, s'ils sont précisément chiffrés et justifiés au regard de cette dérogation par leurs auteurs d'ici la séance, devraient pouvoir alors recevoir un avis favorable que j'espère la présidente de l'Assemblée pourra suivre. Je tiens à souligner que cette dérogation n'est pas une invention de circonstance. Elle trouve un cheminement à partir de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en décembre 2011, dans laquelle il avait accepté qu'on ait pu introduire une réforme des paramètres applicables aux retraites postérieurement à la première lecture du PLFSS, donc une mesure à la fois symboliquement forte et produisant un rendement significatif. Et à partir du fait que les décisions intervenues cette année lors de l'examen du PLF en 2026 ont dégradé significativement l'équilibre du budget de l'État, qu'il serait étrange de vouloir que le législateur financier ne puisse pas avoir toutes les cartes en main pour remédier à cette dégradation, soit par des économies supplémentaires, soit par des recettes supplémentaires. Après le propos préliminaire du rapporteur général et sans engager une discussion générale, je vous propose que nous passions tout de suite à l'examen des 263 articles en discussion et, comme c'était le cas en première lecture, que chaque auteur d'un amendement le présente en 1 minute, pas plus, puisque pour qu'on y arrive en gros d'ici samedi au plus tard,
j'allais dire que c'est dès maintenant où on doit prendre le rythme assez accéléré de l'examen, mais dont on connaît tous maintenant un peu les règles, et qu'il n'y ait qu'un orateur pour, un orateur contre, pour 1 minute chacun, sauf évidemment à partir du moment où on ouvre un débat un peu plus important, et j'en jugerai en conséquence. De même, si des amendements identiques sont présentés, j'invite leurs auteurs à se contenter d'une défense succincte. Voilà ce que je voulais vous dire en préliminaire, et je passe la parole au rapporteur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, mes chers collègues, de vous présenter mes meilleurs voeux, ainsi qu'à tous ceux avec lesquels nous travaillons et qui nous sont indispensables. Je veux particulièrement remercier de mon côté l'équipe des administrateurs de l'Assemblée nationale avec laquelle j'ai étudié avec le plus d'attention possible les riches amendements que vous avez déposés depuis désormais quelques heures. Nous avons une obligation qui est celle de trouver un budget à la France, et que ce budget soit un budget de diminution de l'endettement. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'un pays comme la France ne peut pas vivre et faire face aux obligations internationales sans budget durablement. Les périls sont nombreux dans le monde, et les périls économiques en particulier. Il y a plusieurs risques qui sont aujourd'hui qui existent en matière économique, et particulièrement cette année. Cette année peut être une année de crise. Elle peut être une année de crise du marché de la dette privée. Les actifs privés représentent aujourd'hui 3 000 milliards de dollars, et le risque est évidemment que les entreprises qui se financent sur le marché de la dette privée, qui sont plus endettées que celles qui se financent en crédit bancaire, soit fragile, et une crise de la dette privée risque d'ébranler le système économique mondial. Un pays sans budget ne peut pas faire face à une telle crise. Crise des investissements dans l'IA qui sont considérables, et le risque, c'est évidemment que quand la situation sera comprise qu'une rentabilité risque d'être très faible dans certains investissements, il y ait une correction à la baisse de la valorisation des entreprises technologiques, ébranle le système mondial. Crise possible du marché des crypto-monnaies, 2600 milliards de dollars, ce qui montre que là aussi, nous sommes dans une fragilité, et une course pour retirer les fonds sur les crypto-monnaies aurait un effet massif de recul de la richesse, et donc ébranlerait également le marché mondial. Et enfin, risque de dérèglement des banques, en particulier aux États-Unis, puisque vous savez que le superviseur des banques à la Réserve fédérale est favorable à une réduction des exigences des fonds propres, c'est-à-dire là aussi une fragilisation supplémentaire de l'économie mondiale. Pour autant, cette année 2026 peut aussi être une année de bonnes nouvelles. La diminution du prix de l'énergie, les investissements massifs en Allemagne, et dont la France pourrait bénéficier compte tenu de l'interaction profonde entre nos deux pays, font que nous avons des opportunités à saisir. Mais tout ça n'est possible que si nous avons un budget. Et tout ça n'est possible que si ce budget se fixe comme priorité absolue la diminution de la dette. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Nous avons une obligation quasi morale de donner un budget à la France, et un budget qui lui permette de peser dans les affaires mondiales. Merci, monsieur le rapporteur général. Je me joins à vos remerciements à nos administrateurs et tous nos collaborateurs qui ont travaillé d'arrache-pied à une période où il n'était pas forcément prévu qu'on retravaille sur le budget, donc il faut le souligner. Et je voulais aussi rendre hommage au travail du rapporteur général, voilà, même si sur le fond on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, je voulais dire louer la manière dont il effectue sa mission, si je peux me permettre ce jugement. Merci. On peut passer à l'article liminaire et à l'amendement numéro 174 proposé par le groupe France Insoumise. Oui, donc comme d'habitude, on propose évidemment la suppression de cet article liminaire qui est essentiel au budget en effet. Mais de toute façon, on s'oppose comme d'habitude aussi à la structure budgétaire qui est proposée par le gouvernement, qui consiste en un déficit budgétaire artificiellement alimenté par les niches fiscales et par les 70 milliards de cadeaux de Macron aux entreprises. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. C'est un article obligatoire, avis défavorable. Monsieur Masséglia.
Bonjour Monsieur le Président, meilleurs vœux à chacun et à chacune d'entre vous. On va passer quelques jours ensemble. Déjà, premier amendement, on rentre déjà dans le vif du sujet. Moi, je comprends la France insoumise qui veut effacer l'article liminaire. Pourquoi ? Parce qu'il dit tout l'inverse de ce qui est marqué dans l'amendement. Je lis juste un truc. Dépenses publiques, on passerait de 1698 milliards d'euros à 1736 milliards d'euros, c'est-à-dire 38 milliards d'euros de dépenses en plus l'année prochaine. Enfin, quand on dit qu'on arrive dans un moment où il faut faire des économies, la France insoumise dit que c'est un budget qui va être, je lis, des larmes, du sang. Non, c'est 38 milliards de dépenses en plus. Non, c'est pas un budget qui demande des efforts à la France. C'est un budget qui demande d'ailleurs pas suffisamment d'efforts au vu de ce qu'on devrait faire. Merci. Je propose qu'on passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. L'article est supprimé. Écoutez, chers collègues, il ne tient qu'au groupe de mobiliser davantage. Merci. Article 1er, 2174, Monsieur Juvin. Merci Monsieur le Président. C'est un article simplement qui prend acte du fait que nous n'avons pas eu de budget le 1er janvier et qu'il faut adapter un certain nombre de dates, en particulier pour pouvoir collecter l'impôt sur le revenu au titre de 2026 ainsi que l'impôt sur les sociétés. Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté. Non. C'est mieux quand même, pardon. Il n'y a même pas de débat. 382, Monsieur De Courson. On avait adopté en première lecture qui visait à attendez, où est-ce qu'il est ? Oui, et qui visait à faire préciser ce qu'est le DILICO. Parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est que le DILICO. Est-ce que c'est un emprunt forcé, au moins pour 90% ou 80% de la version gouvernementale? Mais comme on n'a pas voté, toujours pas voté de loi de finances, ça devient un prélèvement. Puisque je vous rappelle que le DILICO n'était remboursé que s'il n'y avait pas de DILICO 2. C'est quand même assez bizarre comme organisation. Donc je vous propose qu'on l'adopte de façon à avoir une réponse du gouvernement. Si une réponse, on pourra le retirer à ce moment-là. Voilà, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, nous avons eu ce débat. C'est un OFNI, un objet fiscal non identifié. Et je vous propose de retirer votre amendement, peut-être, mon cher collègue, et de reposer en séance, puisque vous vous adressez au gouvernement, qui n'est pas là. D'ailleurs, Madame la Ministre nous avait proposé d'être présente, mais on va en dire un mot. Et donc, c'est une question que vous posez au gouvernement. Pour ma part, je considère que, plus sérieusement, le DILICO, c'est une sorte de gel, et qui n'est pas, à mon sens, une imposition de toute nature, mais il faudra poser la question au gouvernement. Avis défavorable. Vous voulez que je vous dise un mot sur ça ? Parce que la question m'a été posée. Ouais, je peux très bien dire un mot pour lequel, pour ma part, j'ai refusé. C'est que ça aurait été une première. Il n'y a jamais eu, dans aucun débat budgétaire en commission, Sénat et Assemblée comprises, la présence d'un membre du gouvernement. Pour une bonne raison, c'est que le texte transmis à la séance n'est pas le texte de la commission. Le texte transmis est le texte qui vient du Sénat. Donc, en gros, le travail de la commission que nous avons à effectuer, c'est de donner des avis de la commission et donc, quelque part, dans une certaine séparation des pouvoirs de manière totale entre l'exécutif et le législatif. Pour ma part, je n'ai pas souhaité mettre le doigt dans quelque chose qui remettrait en question cette jurisprudence. Je vois bien quel était l'objectif du gouvernement de façon à éventuellement peser dans les débats, mais peser dans les débats, il y a la séance pour ça, il y a éventuellement les réunions qu'ils peuvent avoir avec les uns et les autres. Je ne pense pas que ce soit le fait de peser en commission, surtout qu'en plus, je le répète, ça serait un couteau sans lame, puisque de toute façon, le texte qui va aller en séance ne sera pas modifié. J'ajoute une chose quand même, c'est que sachez que les membres du gouvernement n'assistent pas au vote en commission. Donc on aurait eu un peu des séances à la Marc Sénète. C'est-à-dire que si on a 1900 amendements, 1900 fois, les ministres auraient dû sortir de la salle pendant que nous votions et revenir ensuite. Voilà. Inutile de vous dire, oui, sûrement, mais inutile de vous dire que je pense que tout ça, et si c'est noté, c'est justement parce qu'en réalité, cette règle et cette constance très établie a
une finalité, et donc je pense que ce n'était pas l'heure de la remettre en question. Voilà. Merci. J'ajoute que ma décision n'a aucun rapport avec mais uniquement dans le respect de notre institution par rapport au gouvernement. Merci. Voilà, je crois avoir répondu. Monsieur de Courson, vous maintenez votre amendement par contre. Je maintiens mon amendement, puisque je crois qu'on serait plus fort d'adopter l'amendement en commission à l'égard du gouvernement, pour essayer de l'obliger à répondre enfin à la question. D'accord. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe du coup à l'adoption de l'article 1er ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 2, le 912 n'est pas défendu, je crois. Le 563, Madame Mercier. Oui, merci Monsieur le Président. Donc là, on est sur l'article sur la CDHR. Et donc, cet amendement consiste finalement à renforcer le dispositif de CDHR. Ben, je l'ai le micro. On entend mal, je ne sais pas pourquoi. Ah, pardon, je suis désolée. Je me rapproche. Merci. Vous m'entendez mieux? Donc, c'est un amendement qui consiste à renforcer le dispositif de la CDHR en proposant à la fois de retenir comme calcul le seuil d'assujettissement du revenu fiscal de référence, d'exclure la prise en compte des avantages fiscaux liés aux déductions des crédits d'impôt dans le calcul du taux d'effectif d'imposition et de supprimer les abattements forfaitaires liés à la situation de famille. C'est un amendement qui avait été proposé en première lecture par Monsieur Charles de Courson et avait été adopté à l'Assemblée. Merci, Monsieur le rapporteur. Non, c'est après. Celui-là est allez, à part. Merci beaucoup. Écoutez, globalement, vous élargissez l'assiette de la CDHR et vous voulez en réalité rapprocher les contribuables du taux fameux théorique de 20%. Il y a un risque, me semble-t-il, d'instabilité fiscale pour une contribution qui est vue comme temporaire et qui, je le rappelle, est calculée par chaque contribuable. Donc, je trouve que c'est déjà assez complexe comme cela et je donnerai un avis défavorable. Monsieur de Courson. Je suis favorable à cet amendement que j'avais déposé et qu'on avait adopté. Pourquoi? Parce qu'on vide l'objectif même de cet impôt en déduisant tous les crédits d'impôt divers et variés. Et donc, il est logique, si on veut atteindre le 20%, de sortir de l'assiette toutes ces déductions. Ça me paraît le bon sens même. Merci. Monsieur Masseglia. Ah, Monsieur Mattei, pardon. Il a levé la main en premier. Oui. Oui, je pense que par similitude avec la contribution exceptionnelle sur le revenu, puisque le revenu de référence ne tient pas compte de ces déductions, donc effectivement il y a une certaine logique, je dirais, et qui rend un peu plus efficace et plus juste ce dispositif de contribution. Donc moi je soutiendrai cet amendement. Ok, donc je croyais que c'était... Donc je suppose que c'est un contre, Monsieur Masseglia. Exactement, Monsieur le Président, c'est un contre. Vous avez voté contre l'article liminaire qui rappelle que le taux de prélèvement en France est de 44%, alors qu'à l'échelle européenne, il est de 40%, que les dépenses publiques, c'est de 56,7%, alors que les dépenses publiques à l'échelle de l'OCDE, c'est moins de 50%. Donc, moi, j'ai voté contre parce que plutôt qu'augmenter les impôts toujours, peut-être qu'on pourrait baisser la dépense. Merci, merci. Merci, ça commence fort, mais Monsieur Masseglia nous réveille, c'est bien. Allez, on passe au... Enfin, c'est bien, j'ai pas dit que j'étais pour. On passe au vote qui est pour l'amendement. Okay, je ne crois pas que ça aura de conséquences. Qui est contre? Il y a Monsieur Morel qui a voté. 17. Voilà, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences sur le vote. Oui. 640, Madame Feld. Merci, Monsieur le... Adopté, oui, il est adopté, oui. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici de pérenniser la contribution différentielle sur les hauts revenus, parce que contrairement à ce que nous expliquaient à l'instant les macronistes, il ne s'agit pas d'un impôt supplémentaire, mais il s'agit simplement de s'assurer que les personnes qui aujourd'hui touchent plus de 250 000 € par an seules
eh bien, paient à minima 20% d'impôts. Je rappelle juste que pour aujourd'hui, un célibataire qui toucherait 250 000 € par an seul devrait théoriquement payer 25% d'impôts. Il est donc absolument insupportable au moment où on demande de fiscaliser, par exemple, les allocations longue durée de gens qui sont malades, au moment où vous voulez désindexer le barème de l'impôt sur l'inflation, faisant aussi ainsi augmenter l'impôt de toute la classe moyenne, de refuser que celles et ceux qui touchent plus de 250 000 € par an paient non pas plus d'impôts, mais uniquement leur juste part d'impôts. On propose donc ici de le pérenniser pour que ce soit le cas toutes les années, pour qu'enfin ça rapporte correctement, puisque je le rappelle, ça devait rapporter 2 milliards l'année dernière, il y a eu 40% de recettes en moins, justement parce qu'en le mettant en place pour seulement un an, les plus riches peuvent réussir à le fuir. Bien, l'amendement suivant, qui le défend, Emmanuel ? Oui, merci Monsieur le Président. Donc dans la prolongation, c'est un petit peu un amendement de repli. En fait, on propose de pérenniser cette contribution différentielle jusqu'à ce que le déficit passe en dessous de la barre des 3%. Puisque, comme ça a été inscrit dans le PSMT, l'objectif du gouvernement est de retourner sous la barre des 3%. Ça paraît naturel que celles et ceux qui ont profité le plus des cadeaux fiscaux mis en œuvre par M. Macron et qui n'ont jamais été aussi riches contribuent à la hauteur de leurs moyens à la solidarité nationale. Je vous remercie. Le 192, qui le défend côté groupe écologiste, Christine Arrigui. Merci Monsieur le Président. Donc un jour sans fin du budget et de la contribution sur les hauts revenus. Puisque, en l'occurrence, il faut rappeler quand même que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises, je parle pour M. Masséglia, est passé de 20% en équivalent du PIB en 2017 à 45% en équivalent du PIB en 2022. Et donc les chiffres sont éloquents et on voit bien qu'en effet les plus riches et les ultra-riches ont bénéficié de la politique qui a été conduite pendant 8 ans par le gouvernement macroniste et qu'il faut qu'ils participent à égalité à la contribution et à la solidarité nationale dans un contexte que l'on connaît, qui est à la fois difficile au plan national et difficile au plan international. Je ne vais pas vous convaincre de cela. Et donc cet amendement vise à pérenniser la contribution différentielle sur les hauts revenus. Merci. Monsieur Mattei. Oui, c'est dans le même esprit. C'était un amendement qui avait été adopté. La pérennisation jusqu'à 3%. On a déjà connu ça il y a quelques années avec la contribution exceptionnelle sur le revenu. Alors je sais bien qu'on dit qu'une mesure provisoire risque de durer, mais bon, il faut dire que les critères, quand même des critères de déficit, et ça me semble normal. Je rappelle simplement que ça a des conséquences importantes en matière de justice fiscale, puisque ça veut dire que la flat tax est ramenée à 37,2 plus 1,40 qu'on a voté en matière de contribution sociale avec PLFSS, on arrive à une taxation marginale de 38,6. Donc c'est une vraie mesure de justice fiscale qu'il faut assumer. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas dans ce texte de mesures de justice fiscale. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'on peut pérenniser jusqu'à qu'on revienne à un équilibre, une forme d'équilibre de nos finances publiques. Merci, monsieur le rapporteur général. Oui, donc je donnerai un avis défavorable à tous les amendements puisque les impôts exceptionnels en général deviennent définitifs, confèrent la CEHR. Toutefois, formellement, j'attire l'attention sur les rédacteurs sur le fait que je vais plutôt demander un avis de retrait pour le Feld, le Coquerel et le Mattei parce que vous ne modifiez pas le bon alinéa, vous ne modifiez pas l'alinéa 36 qui concerne l'année de prorogation de la CDHR. Donc il me semble que seul l'amendement de Mme Simonet qui a été présenté par Mme Arrigui répond à l'objet qu'elle vise. Et donc demande de retrait, sinon avis défavorable pour les 3 amendements et avis défavorable formellement pour l'amendement de Mme Simonet. Ouais. Moi je soutiendrai l'ensemble de ces amendements. Juste une remarque, mais ça me permet de répondre un peu à M. Masséglia tout à l'heure. C'est que, comme vous le savez, M. Masséglia, il y a pas mal d'amendements qui touchent en réalité tous ceux que vous avez fortement avantagés fiscalement depuis des années, au point même que leur fiscalité est devenue régressive alors que ce sont les plus hauts revenus de ce pays et que c'est assez paradoxal venant finalement d'un groupe qui soutient par ailleurs un article qui prévoit de ne pas indexer le barème sur l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation et qui là pénalise absolument tous les contribuables français. Donc je trouve que ça a un certain paradoxe. Oui, je vous rappelle que
dans votre projet de loi initial, l'inflation, les barèmes ne sont pas prévus d'être indexés sur l'inflation. Donc les gens vont payer du coup plus d'impôts par rapport à l'année dernière. Et là, c'est tous les contribuables. Donc ça correspond à la critique que vous faisiez, c'est-à-dire le fait de faire payer des impôts davantage à tous les Français. C'est ce que vous proposez, Monsieur Midi. Oui, Monsieur le Président, je pense que vous n'avez pas vu l'amendement du groupe, notre groupe qui va arriver dans quelques amendements et qui propose de dégeler l'entièreté des tranches du barème pour soutenir les travailleurs. J'y reviendrai. Très bien, merci Monsieur Midi. Mais n'empêche, ma première partie de critique est fondée. 600, oui, bien sûr, Monsieur Massélia. Je vous ai interpellé, normal que vous répondiez. Merci, Monsieur le Président. Enfin, on est quand même dans un pays assez incroyable. On a un impôt qui empêche de respirer les entreprises, qui empêche de respirer les travailleurs. Oui. Derrière, quand on met un tout petit peu d'oxygène, on dit regardez tout ce qu'on fait pour les entreprises et les travailleurs. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Arrêtons de dire qu'on aide les entreprises, qu'on aide les travailleurs, qu'on les défend. On les impose trop en France. Vraiment, on est le pays au monde qui imposons le plus. On peut continuer à rajouter toujours, encore. Mais si l'impôt était la solution en France, je vous garantis, on serait dans un paradis. Et on n'est pas dans un paradis. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on réforme le pays pour réduire la dépense. Ok. Petite précision sur la fiscalité pure. Nous ne sommes pas le pays en Europe qui impose le plus les ultra-riches. Et là, toutes les analyses le confirment. Monsieur Lecoq. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai l'impression que Monsieur Masséglia, aujourd'hui, ne vit pas dans notre pays, la France, puisque la France, c'est justement le pays qui impose plus celles et ceux qui travaillent et qui galèrent que celles et ceux qui vivent de la rente et du capital. Prenez par exemple les entreprises, puisque vous les avez citées. Aujourd'hui, le taux d'imposition de la plupart des entreprises, c'est-à-dire des boulangers, c'est-à-dire des bouchers, de tous ceux qui ont des petits commerces, il est de 25%, quand le taux d'imposition des multinationales réel, il est de 14%. Lorsque vous prenez l'impôt de l'ensemble de la population, vous avez des milliardaires qui ont un taux d'effort global en fonction de leur patrimoine de 25%, quand pour le reste de la population, c'est 50%. Donc la réalité, c'est que le bilan économique et politique de votre gouvernement, c'est d'avoir taxé, oui, toujours plus celles et ceux qui travaillent et qui galèrent, et fait des cadeaux fiscaux et taxé toujours moins celles et ceux qui vivent des rentes du capital. C'est pour ça que, ici, la contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est faire en sorte que ceux qui touchent 250 000 euros par an paient à minima leur part d'impôt. Madame Louwagie, après on vote. Oui, merci Monsieur le Président. Vous le savez, du côté de la droite républicaine, nous sommes contre tout ce qui participe à augmenter les impôts, puisque je rappelle que nous avons un taux de prélèvement obligatoire aujourd'hui les plus élevés. Si nous avons quelquefois fait concurrence avec le Danemark, aujourd'hui, hélas, nous sommes sur le haut du podium. Et donc nous pouvons le regretter. Et nous sommes attachés donc à pouvoir à terme diminuer les impôts. Donc il est hors de question d'aller vers une augmentation des impôts. Pour autant, nous sommes attachés à une rigueur budgétaire et c'est vrai que nous devons ramener ce déficit à 5% et nous avons des propositions au travers des diminutions de dépenses. Deuxième point que j'ajouterais en argument, c'est que ces 4 amendements proposent de pérenniser au-delà de 2026. Mais vous le savez très bien, en 2027, il y a une élection présidentielle. Une élection présidentielle dit un projet, un programme. Et de toute façon, ce débat reviendra sur la table en 2027, même si aujourd'hui, il y a des propositions de pérenniser. Donc je ne vois pas l'intérêt de pérenniser, alors que nous savons très bien que ce débat reviendra en 2027. Merci. Allez, on passe au vote. 640, qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Rejeté. Le 641, qui est pour? C'est le même vote? Attendez, je regarde. C'est pas le même vote. Alors, qui est pour? Aurélien. Qui est contre? Rejeté. 192, même vote? Non, pas même vote? Vous êtes sûr? Qui est pour? Moi, à mon avis, c'est le même vote. 13, 14. Ah non, il y a une boîte plus. Qui est contre? Oui. Donc, c'est pas le même vote, vous avez raison, c'est encore plus rejeté. Le 614, qui est pour?
Qui est contre? Adopté. On passe au vote de l'article 2, donc amendé par les amendements 563 et 614. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe au vote de l'article 2 bis. Il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est pour l'article 2 bis? Qui est contre? Adopté. Article 2 ter, l'amendement 2230, Monsieur Juvin. Oui, mesdames et messieurs, il s'agit de prévoir l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Donc la question, c'est combien on prend? 1%, 1,1, 0,9. Il se trouve que l'INSEE vient de publier 0,9, donc je vous propose de les indexer sur 0,9. Et une indexation de toutes les tranches à 0,9 plutôt que 1, puisqu'on évoquait jusqu'ici 1, permettrait un gain budgétaire de 150 à 200 millions d'euros. Merci. Discussion commune, le 849 qu'il défend du côté Monsieur Nicolas Ray. Je vais le défendre, Monsieur le Président. Je vous remercie. Donc, un amendement que nous avions déposé en première lecture, qui vise à actualiser l'ensemble des tranches du barème d'impôt sur le revenu, puisque effectivement ce gel, c'est une hausse massive de l'impôt sur le revenu, 1,9 milliard sur les Français, notamment ceux qui travaillent. C'est une diminution du pouvoir d'achat, un découragement du travail, du mérite et de l'engagement. Donc nous déposons cet amendement. Après le débat sur les tranches, nous considérons qu'il faut actualiser l'ensemble des tranches parce que déjà les rendements du gel se font sur les premières. Donc il n'y a pas d'intérêt de ne pas, par symbole, par clarification, de ne pas actualiser toutes les tranches. Je rappelle aussi que le gel est très rare. Il s'est réalisé qu'à 2 reprises et que chaque année nous le faisons. Donc nous proposons une actualisation de l'ensemble des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Merci. Monsieur Tanguy, le 13. Merci Monsieur le Président. Évidemment, une mesure de justice fiscale, à savoir l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Nous sommes obligés de corriger le texte du Sénat et des sénateurs LR et des amis de Monsieur Bruno Retailleau qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'augmenter l'impôt sur le revenu des classes moyennes et des classes moyennes supérieures pour un total de 1,7 milliard d'euros. Donc moi, je me félicite que nos collègues LR de l'Assemblée ne soit pas d'accord avec les sénateurs, c'est toujours ça de prix. Et je ne suis pas d'accord avec le rapporteur général. Moi, je pense que l'inflation réelle sur les revenus, les vrais revenus, et surtout sur les dépenses de consommation réelle est bien supérieure aux estimations de l'INSEE. Déjà, 1,1, c'est très minoré par rapport aux vraies hausses des prix pour les vrais ménages dans la vraie vie. Et donc, il n'y a aucune raison de baisser cette indexation. Et puis, si l'inflation était aussi basse que le pense l'INSEE, eh bien, écoutez, ce sera toujours un peu de pouvoir d'achat pour les travailleurs, vu tout ce qu'on leur prend par ailleurs. Ce n'est pas 0,2 point d'économie pour l'État qui va nous abîmer. En tout cas, ça fera du bien aux classes moyennes. Merci. Monsieur Midi. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je vous souhaite à toute une excellente année. Je vous rappelle ce qui, évidemment, portera nos priorités dans ce budget. J'espère que vous êtes clairs, mais c'est le soutien au travail, à la croissance, à l'emploi et donc aux entrepreneurs, aux entreprises, à l'innovation, tout ce qui nous permettra de créer de l'activité, de la richesse pour payer ensuite nos services publics. Cet article, il propose d'augmenter l'impôt sur les gens qui travaillent. Donc évidemment, ça ne nous va pas du tout. On pouvait imaginer cet article dans un projet initial dans lequel il y avait une année blanche complète et tout le monde contribuait, sauf qu'il n'y a plus d'année blanche. Et donc, ce n'est pas aux travailleurs de payer. Donc, nous serons contre cet article et donc nous réindexons les tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Merci. Bien. Monsieur le rapporteur. Sur ces amendements en dehors du vote, je suppose que vous êtes favorable. Oui, il y a 2 sujets. Il y a 3 sujets. Est-ce qu'il faut indexer? Donc, ces amendements veulent indexer. Je crois que c'est une bonne chose. Deuxièmement, sur combien on indexe? Je vous propose 0,9 parce que c'est le dernier chiffre de l'INSEE qui est paru. Voilà, je trouve qu'il y a une logique. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière.
Maintenant, donc, si vous voulez faire 0,9, c'est le Juvin. Si vous voulez faire 1,1, c'est le Wauquiez, ou le Tanguy. Si vous voulez faire 1, c'est le Midi. J'attire l'attention, Monsieur Midi, peut-être sur peut-être une erreur de plume, parce que vous n'avez pas prévu l'entrée en vigueur rétroactive. Donc il me semble que l'indexation, telle que vous l'avez écrit, s'appliquerait aux revenus perçus en 2026 et non à ceux perçus en 2025. Peut-être regardez cela pour la séance. Donc je vous suggère peut-être de le retirer. Et donc avis favorable à tous, dans l'ordre qu'ils sont présentés. Monsieur Mattei. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Nous, on s'opposera à tous ces amendements d'indexation de la totalité du barème. Je rappelle simplement que c'est pas nouveau. 2012, gel du barème intégralement. C'était sous Monsieur Sarkozy. 2013, gel du barème de l'impôt sur le revenu, parce qu'on est dans une situation financière compliquée, et chacun l'a assumé à ce moment-là. Dans le texte initial, on avait prévu un gel. C'est ce qui avait été prévu compte tenu de l'état de la dette. Maintenant, moi, je veux bien qu'on se fasse plaisir en disant, voilà, on est contre l'augmentation des classes moyennes. Bon, je trouve que là, le Sénat est particulièrement sage en ayant indexé que la première tranche. Et je trouve que c'était une mesure de bon sens. Et franchement, il va falloir qu'on trouve des recettes. Et à force je dirais, de se donner bonne conscience, en n'assumant pas la nécessité, effectivement, d'avoir des recettes, mais en même temps de réduire les dépenses, je pense qu'on ne fait pas œuvre de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Donc on est totalement opposé à ces amendements et on voudrait rester sur le texte du Sénat qui me semble responsable et qui entraîne des recettes fiscales dont on a bien besoin. Monsieur Decourceau. Oui, je rappelle qu'on a eu naturellement ce débat en première lecture et que la Commission des finances s'était ralliée à un amendement de notre groupe qui disait au moins indexons la première tranche pour éviter que l'ordre de 200 000 contribuables devienne imposable. Bien. Alors, je vois que ceux qui étaient censés soutenir le gouvernement maintenant ont la position diamétralement opposée, c'est que maintenant ils veulent tout indexer. Si j'ai bien compris vos positions. Bravo. Enfin, bon, je veux dire, oui. Eh bien, nous, on est constants. Hein, on pense que la sagesse, ça serait... Alors, on peut se rallier à les 2 ou 3 premières tranches, hein, s'il y a un consensus, mais pas d'indexer tout ça. On n'en a pas l'argent, mes chers collègues. Voilà, c'est tout. Hein, et on vous attend d'ailleurs en deuxième lecture pour voir quels sont ceux qui déposeront des amendements de réduction de la dépense. Voilà. Monsieur Nicolas. Oui, c'est une demande de précision pour le classement de ces 4 amendements. Je m'étonne du classement. Pourquoi on ne commence pas par l'amendement qui actualise à 1,1, l'inflation actuelle. Voilà. Parce que la tradition est de mettre toujours celui du rapporteur en premier. Sinon, après, c'est l'ordre. Voilà. Voilà la réponse. Après, vous regarderez, c'est la bonne... La réponse que me souffle mon administration. Hein. Je vous rassure, je n'ai pas une... Mais après, si vous voulez organiser le vote différemment... Oui, non, je n'organise pas différemment. Sinon, on va garder. Juste une remarque. Moi, je vais m'abstenir sur les amendements, ces amendements, et je voudrais expliquer pourquoi. Moi, personnellement, je suis favorable à ce qu'on indexe les 3 premières tranches. Mais je me rappelle aussi que ce vote-là avait fait en sorte que lors de notre première commission, du coup, par une espèce de mécanisme des votes des différents groupes, on avait finalement uniquement pas indexé la première tranche. Voilà. Et moi, je ne suis pas pour qu'on se limite à ça. Et je voudrais expliquer pourquoi, par rapport notamment à Jean-Paul Mattei, qui nous parlait de la question des recettes. Il se trouve, dans ce qui a été dit tout à l'heure sur la taxation, on va dire, des ultra-riches, que vous remarquerez que ces personnes-là ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. Pour les raisons qui sont celles de transfert vers le patrimoine. Enfin, je ne vais pas revenir sur le détail. Ce qui veut dire en réalité que ceux qui payent aujourd'hui l'impôt sur le revenu sont imposés de manière, on va dire, j'allais dire telle que tout le monde devrait être imposé dans ce pays, d'après moi, en fonction de leur fortune, même si ce n'est pas assez proportionnel, raison pour laquelle je suis pour 14 tranches. Donc je pense qu'attaquer via l'impôt sur le revenu n'est pas une bonne manière, à mon avis, d'attaquer tous ceux qui... ont largement profité de largesses fiscales et que, pour le coup, ça pénalise plutôt, effectivement, même si à certains moments, j'ai conscience que c'est la raison pour lesquelles je voulais, pour moi, m'en tenir aux 3 premières tranches et pas les 2 suivantes, même si j'ai conscience qu'il y a des très hauts revenus là-dessus. Mais il me semble que c'est problématique. D'autre part, je suis aussi pour une certaine égalité devant l'impôt et je trouve que c'est un peu compliqué
comme ça de faire pour les uns ce qu'on ne fait pas pour les autres. Parce que je suis aussi pour une valeur universelle de l'impôt. C'est la raison, c'est que je m'abstiendrai sur ces amendements de façon à être certain qu'au moins on reviendra sur cette logique qui a prévalu dans le texte initial. Voilà. À part celui de M. Juvin, parce que je pense qu'il est trop en dessous sur l'inflation. Voilà. Monsieur Lahaye. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Simplement vous dire que nous, groupe écologiste et social, nous voterons contre ces amendements, que nous soyons défavorables à l'indexation des premières tranches. Mais nous considérons qu'on peut demander un petit effort aux plus hauts revenus de ce pays. Je souligne par ailleurs que celles et ceux qui défendent les revenus du travail et le fait que nous ne fassions pas peser les efforts sur les travailleurs sous-tendrait probablement que nous le demandions aux rentiers ou aux héritiers. C'est malheureusement pas le cas dans l'ensemble des dispositions budgétaires de ce budget. Et s'agissant de l'impôt sur le revenu, qui pour nous est un bon impôt, nous proposerons des amendements ultérieurs qui proposent d'indexer les premières tranches et en revanche de solliciter un petit effort aux plus hauts revenus de ce pays. Merci Monsieur Lahaye. On passe au vote. Qui est pour l'amendement 2230 ? Excellent amendement. Excellent amendement. Qui est contre ? Rejeté. Qui est pour le 849 ? Qui est contre ? Adopté. Satisfait les suivants et donc jusqu'au bout, hein, on est d'accord. Hein. Passe du coup au vote de l'article 2 ter ainsi amendé, où on considère qu'il est réécrit du coup. Hein, non, il est réécrit, donc on n'a pas à le voter. On passe au 2 quater, 389, Monsieur De Courson. Deux quater. Favorable. Le 389, Monsieur De Courson. C'est la pérennisation de la disposition sur les pourboires. D'éviter qu'on rediscute de ces affaires tous les ans. Donc la pérennisation. Moi jusqu'en 2027. Monsieur, le Milin, qui le défend, le Milin. Le Milin qui défend Monsieur Cazeneuve, Monsieur Ferracci. J'y vais, Monsieur le Président, c'est moi. Merci beaucoup. Oui, exactement. C'est un amendement pour que cette disposition sur les pourboires s'applique en 2026 et en 2027, comme nous l'avions adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, et donner de la visibilité à tous ceux qui travaillent dans la restauration notamment. Merci. Favorable. Ok. Très bien. Favorable sur les deux ? Ok. Identique, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Donc, qui est pour ces amendements ? Qui est contre ? Adopté. Donc, ils font ton. C'est pas la peine de voter l'article non plus. Hein ? Ah bon ? Malgré tout. Ok. Donc, qui est pour le 2 quater ? Ainsi abondé. Qui est contre ? Adopté. Le 2 quinquies. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Adopté.
L'article 3, le 913 n'est pas défendu. Le 663 qu'il défend, côté LFI. Merci, Monsieur le Président. Dans la liste des cadeaux faite en général à Bernard Arnault, il y a le fait de ne le soumettre à quasiment aucun impôt. Pourquoi ? Parce que la fortune des plus riches, c'est la raison pour laquelle il ne paie que 2% d'impôt sur le revenu, c'est parce qu'il ne touche pas de revenus, puisque la totalité quasiment de la fortune des plus riches, et notamment des milliardaires, est cachée à l'intérieur de holding. Alors le gouvernement a décidé cette année une sorte de petit tour de passe-passe en nous inventant une forme de fausse taxe holding. Fausse taxe holding qui ne taxe quasiment rien, elle devait rapporter à peine 1 milliard et après avoir été détricotée par le Sénat qui, je le rappelle, refuse que l'on taxe à l'intérieur des holdings les bijoux, les métaux précieux, qui refuse également qu'on taxe le patrimoine immobilier qui est loué, considérant que c'est du patrimoine productif, eh bien ne rapporte à peu près plus rien, c'est-à-dire sans doute à peine 100 millions d'euros. Ce pourquoi nous proposons dans cet amendement de rétablir l'amendement initial, l'article initial, pour permettre à minima de rapporter ces 1 milliard, mais surtout d'y inclure les biens professionnels. Parce que lorsqu'on décide de ne pas taxer les biens professionnels, eh bien en réalité, on ne taxe pas ce qui constitue 90% de la fortune des milliardaires. Nous voulons donc rendre cette taxe holding plus juste. Je le rappelle simplement, le taux d'effort des milliardaires aujourd'hui est de 25%, contre 50% de la population. La taxe proposée par le gouvernement porterait cet effort de 25 à 26%, bien trop peu. Merci. On passe à l'amendement suivant, c'est-à-dire le 664, Mme Feld. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise également à rétablir la taxe holding dans sa rédaction initiale, vidée de sa substance par la droite sénatoriale. Initialement proposée par le gouvernement, cette taxe brillait déjà par son hypocrisie en excluant les biens professionnels. Elle était loin d'être à la hauteur de l'évitement fiscal agressif auquel prennent part les milliardaires de notre pays. En réalité, elle n'avait qu'un seul objectif, tuer dans l'œuf la taxe Zuckman, soutenue pourtant par 86% de la population. Pourtant, le Sénat restreint encore davantage ce nouvel impôt en le recentrant uniquement sur les biens somptuaires et exclut de l'assiette les logements mis sur le marché locatif à titre onéreux, puisqu'elle considère cela comme une activité professionnelle, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une activité de rente. Le rendement de cette taxe holding ainsi réduite à peau de chagrin diminuerait donc de 800 à 900 millions d'euros par rapport à la proposition initiale du gouvernement, qui était déjà particulièrement modeste à comparer avec les plus de 20 milliards que devait rapporter la taxe Zuckman à nos finances publiques. Alors cessez de protéger les intérêts des plus riches et des fraudeurs fiscaux. Merci. Il faut que chacun paye sa juste part. Merci, Monsieur Fernandez, à qui je souhaite bienvenue dans cette commission. Ensuite, Mattei, 716, Monsieur Mattei. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à rétablir la taxe holding telle qu'elle était prévue dans le texte initial. C'était quelque chose de bien conçu, bien rédigé. Je voudrais rappeler qu'il n'y avait pas qu'une notion de rendement, mais il y avait également une notion de comportement, puisque ça inciterait les gens à plus distribuer, à plus investir, et donc rendre, je dirais, ces patrimoines plus productifs et donc créatrices d'emplois. On a toutefois proposé 2 aménagements au niveau des réserves qui seraient réinvestis dans les 3 ans, c'est-à-dire qui seraient hors champ à mesure où on s'engage à réinvestir dans les 3 ans, et puis éviter la double imposition pour les holdings à l'étranger. Donc voilà, moi je considère que c'est un dispositif de justice fiscale certes, mais aussi de comportement évitant des montages uniquement à visée patrimoniale et non pas dans l'esprit des holdings qui sont des outils utiles pour l'économie, mais qu'il faut, utiliser tel que c'est prévu initialement pour le développement des entreprises et qui sont vraiment très performantes. Donc il n'est pas question de supprimer les holdings, c'est simplement d'éviter les systèmes de suroptimisation dans certains montages. Merci. Monsieur de Courson, le 390. C'est un amendement qui vise à définir précisément ce que c'est qu'une holding familiale, parce qu'on a bien du mal parfois à les définir précisément, et à taxer les titres de placement. Parce que les holdings familiales qui sont exonérées, s'il y a beaucoup de titres de placement, c'est pas du tout l'objectif du dispositif. Donc c'est de taxer les titres de placement avec une définition des titres de placement, parce que les titres de placement actuellement sont définis plutôt comptablement que juridiquement dans le droit des affaires. Monsieur le rapporteur général.
Merci, Monsieur le Président. Donc, le 663, le 64 et le 716 proposent modulo quelques différences de rétablir la version initiale de la taxe proposée par le gouvernement. Nous avions eu ce débat. Moi, il me semblait qu'il y avait une crainte très importante que la trésorerie puisse être frappée par cette mesure. Or, la trésorerie, c'est un outil à part entière de la stratégie d'une entreprise. Et y compris des trésoreries que l'on peut garder plusieurs années. Elles permettent d'anticiper des investissements, de préparer des transitions. Enfin, il me semble qu'on risque ainsi de tarir les trésoreries des entreprises et de déstabiliser potentiellement, durablement, les ETI et les PME et les PMI. Donc, il me semblait que la taxe assise sur les biens somptuaires, telle qu'elle avait été votée par l'Assemblée, mais vraiment améliorée dans sa rédaction par le Sénat, permet de mieux répondre à l'objectif initial de lutte contre l'optimisation, parce que je vous rappelle que c'était ce qui nous avait été présenté, une lutte contre l'optimisation, et elle fait sortir des patrimoines professionnels des biens qui sont manifestement non affectés à une activité professionnelle. Donc un avis défavorable sur ces trois. Sur celui de M. de Courson, qui est un peu différent, puisqu'il propose de transformer l'article 3 en une taxe de 2% sur les titres de placement, ce qui est donc un peu différent. Donc avis défavorable également pour d'autres raisons. D'abord, les titres de placement cherchent une rentabilité qui est légitime, qui peut s'inscrire dans la stratégie d'une entreprise ou d'un groupe. Deuxièmement, il me semble qu'il y aurait potentiellement une inégalité de traitement selon la nature des placements d'une société, c'est-à-dire si elle plaçait sa trésorerie dans les titres de placement, elle serait taxée. Si elle achetait des immeubles dans une logique de rentabilité immobilière, du coup, elle ne le serait pas. Et moi, je pense que tous ces placements, quelle que soit leur nature, sont légitimes dans une stratégie. Enfin, je crains, mon cher collègue, que votre amendement puisse tarir le capital risque. Une société qui détiendrait des titres de placement dans le capital risque devrait s'acquitter de sommes très importantes de la taxe, alors que par définition, la valeur des titres pourrait s'évaporer du jour au lendemain. Donc avis défavorable sur ces 4 amendements. Il me semble que la rédaction du Sénat permet d'absolument éviter l'utilisation à titre personnel des biens qui sont visés. Et donc l'amendement du Sénat est tout à fait bien écrit. Merci. Monsieur Lecoq. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le rapporteur qui soutient la rédaction du Sénat. Est-ce que le rapporteur peut nous indiquer, selon lui, quel est le rendement de la taxe telle qu'écrite par le Sénat? Et j'ai une seconde remarque sur l'amendement Mattei. Il me semble que si on exclut qu'est-ce qui nous permet de contrôler le fait que exclure de l'assiette de la trésorerie des holdings ayant pour objectif d'être réinvesti dans les 3 ans? Comment on estime que les fonds vont être réinvestis dans les 3 ans? Ou est-ce qu'il suffit simplement pour le détenteur de la holding de déclarer que l'intégralité de sa trésorerie a vocation à être réinvestie et ainsi ne jamais être taxé sur rien? Et il y a 2 questions, donc 2 réponses, monsieur le rapporteur général. Donc quel est le rendement de la taxe nouvelle formule Sénat, Assemblée matinée de Sénat? D'abord, ce n'est plus une taxe, mais c'est une amende, puisqu'en fait, on passe de 2 à 20%, comme vous l'avez vu. Et donc, l'idée, donc il y a un rendement initial évalué par Bercy à 100 millions d'euros. Mais on peut imaginer qu'à partir du moment où le but est d'éviter des comportements que nous avons tous condamnés, dans cette hypothèse, ça devient une amende qui, si la philosophie est suivie de ne pas profiter à titre personnel des biens des sociétés, eh bien là, on aurait 0 pour les gens qui feraient en sorte de suivre la loi, puisque ça devient une amende et ce n'est plus une taxe. Monsieur Mattei, deuxième question. Sur les 3 ans, en fait, c'est une mesure qui s'inspire du régime des apports-cessions, c'est-à-dire de réinvestissement dans les 3 ans ou d'un certain montant. C'est bien connu en droit des sociétés quand on gère les groupes de sociétés. Donc on a des suivis, des réserves qui montent, et ensuite on aura un registre, ou même dans le rapport de gestion, il sera mentionné à telle date, et si elles ne sont pas réinvesties dans les 3 ans, il y aura une taxation. Je dirais, ça évite le blocage que ce que dit monsieur le rapporteur avec ces risques que ça peut avoir. Je trouve que c'est un aménagement intéressant, on l'avait déjà souligné. Encore une fois, je trouve que cette mesure est une mesure de justice fiscale et franchement, c'est dommage qu'on l'écarte. Monsieur de Courson. Attendez, elle n'est peut-être pas écartée. Monsieur de Courson. Non? Passe au vote. Qui est pour le 663?
Qui est contre? Rejeté. 664, est-ce que c'est le même vote? Rejeté. 716, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 390, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. On passe au 967, groupe GDR, Monsieur Morel. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un débat qu'on a eu longuement sur la taxe sur les holdings. Nous, on a toujours considéré que son assiette et son taux, dans la version initiale, étaient quand même très insuffisants, voire homéopathiques. Et ce qu'on propose dans cet amendement, c'est d'étendre l'assiette de la taxe sur les holdings. J'entends ce que dit le rapporteur sur la trésorerie dormante, mais on a quand même un vrai problème sur la taxation des actifs professionnels. Parce que, au sens où on l'entend communément, c'est pas que les biens matériels de production, c'est les actions, c'est les titres de propriété détenus sur ces actifs. Et c'est là qu'il y a un problème boule de neige sur les inégalités patrimoniales. D'autant plus que notre fiscalité sur le patrimoine, je le rappelle, IFI, Pacte Dutreil et compagnie, est quand même très favorable aux actifs professionnels. Donc là, il y a vraiment besoin d'une réflexion collective. C'est nous, on propose d'étendre ainsi l'assiette, ce qui en plus, en termes de rendement, permettrait d'être bon pour le budget d'État. Parce que je rappelle que ce que nous a dit M. Juvin, le rapporteur général, sur la copie du Sénat, 100 millions. Franchement, entre nous, c'est quand même pas grand-chose. Donc nous, on vous propose un vrai rendement et une vraie mesure de justice. 176. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise également à élargir l'assiette de la taxe sur les holdings en incluant les actifs immobiliers et les biens somptuaires, y compris ceux qui sont affectés à une activité professionnelle, ainsi qu'une partie des disponibilités et des actifs financiers, notamment ceux qualifiés également de biens professionnels. Pourquoi est-ce que nous voulons élargir cette taxe ? La taxe sur les holdings était censée être une réponse aux abus de l'optimisation fiscale des ultra-riches que même le gouvernement reconnaît. Je rappelle que le groupe écologiste a fait adopter en février la taxe Zuckman qui aurait pu rapporter 20 milliards d'euros. En réponse, le gouvernement nous parlait à l'époque d'un mécanisme anti-abus qui devait rapporter 2 milliards d'euros. En octobre, il présente sa taxe sur les holdings qui ne rapporte plus déjà que 1 milliard d'euros. Et après le passage au Sénat, voilà qu'on n'a plus qu'un résidu de taxe qui ne rapporterait plus que 100 millions d'euros. Je vois qu'il y a un acharnement, une énergie développée par à la fois le bloc central et les Républicains pour protéger les ultra-riches et leur capacité à contourner l'impôt. Nous vous proposons quand même de renforcer l'assiette de cette taxe holding. Monsieur le rapporteur. Non, mais en fait, tout le sujet est de savoir si vous voulez une taxe qui fait du rendement ou si vous voulez une taxe qui moralise l'activité. Donc la copie du Sénat moralise parce qu'elle dit que dès lors qu'un bien est utilisé, ne serait-ce qu'à titre partiel, à titre personnel, il entre dans l'assiette. Et c'est l'affaire du yacht qui est utilisé 2 jours par an. Mais dans ces cas-là, il entre, par le propriétaire, pardon, à titre personnel, il entre dans l'assiette. Mais si vous avez une société de yacht qui loue des yachts, c'est l'activité commerciale, et bien dans ces cas-là, c'est utilisé à titre professionnel et il ne faut pas entrer dans l'assiette. Donc je donne un avis défavorable au 176 et au 967 de Madame Sass et de Monsieur Sansu. Passe au vote. Qui est pour le 967? Qui est contre? Rejeté. Même vote pour le 176? Rejeté. On passe au 255, Madame Sass. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à revenir au seuil initial de 33,33% de détention du capital d'une holding par une personne physique, défini ici comme le cercle familial proche, pour déclencher l'imposition, plutôt que le seuil de 50% qui est retenu aujourd'hui dans la rédaction de cette taxe. Pourquoi? Parce que relever ce seuil réduit mécaniquement le nombre de holdings qui seraient concernés et affaiblit considérablement, une fois encore, la portée du dispositif. On nous explique que le seuil d'un tiers risquerait de taxer des personnes qui ne sont pas responsables des choix patrimoniaux de la holding. C'est faux. À 33,33%, on n'est pas un actionnaire passif. On dispose d'une minorité de blocage et on influence la stratégie de l'entreprise. Par ailleurs, dans l'ensemble de notre droit fiscal,
que ce soit dans le régime mère-fille ou dans le Code du commerce, il est prévu que l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose de 20% des droits de vote de cette entreprise. Mais soudain, pour taxer les plus riches, il faudrait 50%. On ne comprend pas pourquoi, c'est incohérent et c'est encore une façon de trouver des échappatoires et de protéger les plus riches. Donc nous souhaitons fermer cette brèche et en votant cet amendement, vous pourrez renforcer un peu cette taxe sur les holdings. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Non, mais j'entends ce que vous dites, ma chère collègue. Toutefois, quand vous avez 33,33% des parts de la société, vous n'avez pas le pouvoir d'imposer une cession des biens somptuaires aux actionnaires de la société afin de faire sortir du patrimoine de l'entreprise les 10 biens. Donc, un avis défavorable. Vous ne pouvez pas être taxé au motif d'une attitude que vous ne pouvez pas vous-même réguler. Donc, avis défavorable. Merci. Passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 286, est-ce que M. Labaronne ne le défend pas? 900, c'est pas qu'il le défend, il n'est pas là. 966, M. Morel. Oui, alors c'est un amendement que je pourrais qualifier de repli par rapport à le précédent que j'avais proposé, puisqu'il vise à rétablir l'assiette initiale de la taxe sur les holdings. Le but est d'approcher le rendement de 1 milliard d'euros tel que c'était originellement prévu, et ne pas se contenter de ces 100 millions qui sont franchement dérisoires par rapport à ce qu'on voulait et qui en plus ne contribuent pas à réduire le déficit, alors que ça devrait être, d'après ce que j'ai compris, l'obsession de ceux qui ont proposé le texte au Sénat. Merci. Monsieur le rapporteur. Même explication défavorable. Merci. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 298, Mme Sass. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à fermer une autre brèche évidente qui permet de contourner la taxe sur les holdings. En effet, lorsque la holding est située à l'étranger, un redevable peut échapper à l'impôt en se contentant de justifier, je cite, que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française. Une telle rédaction est très problématique. D'une part, la notion de but principal n'est ni définie dans le texte ni juridiquement encadrée. Et d'autre part, aucune précision n'est apportée sur les modalités de justification exigées du redevable. Ainsi, cette formulation ouvre grand la porte aux stratégies d'évitement. Il suffirait que le contournement fiscal ne soit pas l'objectif principal, mais un simple effet collatéral pour échapper à la taxe. Nous vous proposons donc de refermer ici cette brèche en votant cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Je ne partage pas votre avis, chers collègues, puisque la notion d'objectif principalement fiscal est une notion retenue par le livre des procédures fiscales et le Code général des impôts en matière d'abus de droit. Donc c'est une notion qui est très largement mobilisée par l'administration fiscale et qui est appréciée par elle lors des contrôles fiscaux. Et puis au mieux, l'amendement ne modifierait rien au droit existant. Au pire, il introduirait de la complexité. Donc avis défavorable. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 2245, Monsieur Juvin. C'est simplement prendre acte que l'application de la taxe se fera à compter du 31 décembre 2026 pour tenir compte de l'absence d'adoption de la loi le 31 décembre 2025. Ok. Juste avant de voter, moi j'en profite pour dire que je ne vais pas voter l'article 3 non amendé parce que je trouve qu'il faut arrêter de faire semblant, quoi. Dans le budget initial du gouvernement, il y avait déjà une très forte disparité entre les efforts demandés à l'ensemble des Français et les efforts demandés aux très grandes entreprises ou aux ultra-riches. Bon. La taxe holding était dans les éléments qu'on nous mettait sur la table à plus de 1 milliard pour nous dire que c'était un des éléments qui permettait effectivement de taxer les hauts revenus ou les très grandes entreprises. Et là, on n'en est même plus à 100 millions d'euros. Donc j'estime que c'est quelque chose, encore, puisque c'est, comme l'a dit monsieur le rapporteur, c'est une amende. Donc là, j'estime que c'est quelque chose qui, à mon avis, éclaire un peu plus la manière dont avance ce budget, qui est tout sauf un budget égal vis-à-vis de l'effort demandé aux Français. Au sujet de l'amendement du rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Adopté. On passe à l'article 3, qui est pour?
Qui est contre? Ouais, bon. Rejeté. Après l'article 3, 642, le groupe écologiste, pardon. Monsieur Bonnet qui est là. Monsieur Bonnet, à qui je souhaite bienvenue à la commission pour aujourd'hui. Enfin, qui... Ah non, l'article a été rejeté, oui. Voilà, Monsieur Bonnet. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, il s'agit d'un amendement concernant le prélèvement forfaitaire unique, dit PFU, ou flat tax Macron, ce qui permet une taxation à seulement 30% des revenus du capital. Il fait partie des dispositifs qui permettent une injustice fiscale, qui permet de taxer plus fortement les revenus du travail que ceux du capital, ce qui est quand même assez inconcevable à mon sens. En 2013, la suppression du prélèvement forfaitaire libératoire avait permis de gagner plusieurs milliards d'euros de recettes. Or, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, le patrimoine des plus riches a explosé. On l'a dit et redit encore ce matin. Cet amendement est donc un amendement de justice fiscale parce qu'il supprime le PFU et fait entrer les revenus concernés dans le giron de l'impôt sur le revenu. Je vous rappelle que c'est progressif et que ça permet donc une justice fiscale plus importante. Merci. Le 464, Monsieur Morel. Oui, c'est un amendement qui vise à accroître de 5 points la part impôt sur le revenu du PFU. Alors, on ne va pas tout reprendre le débat sur la flat tax, qui est quelque chose de profond, ça vient d'être dit par le collègue Bonnet, profondément injuste. Mais j'insiste au moins sur un point, c'est que là, on permet un rendement de 3 milliards supplémentaires. Or, vous passez votre temps à vous dire qu'il faut redresser les finances publiques. Ça y contribue vraiment. Et franchement, ceux qui vont être touchés par cette augmentation du PFU ne seront pas incroyablement lésés. Donc je ne comprends pas pourquoi, dans une démarche de compromis, tout le monde veut le compromis, vous ne participez pas de façon unanime au redressement des finances du pays. Et là, c'est quelque chose de raisonnable, mais 3 milliards, c'est pas rien. Madame Harry, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, c'est toujours dans la lignée du compromis, de la recherche d'un compromis sur le PFU qui, comme son nom l'indique, prélèvement forfaitaire unique, n'est pas à 30%, mais à 12,5%. Parce que quand même, je le dis, je le répète depuis longtemps, l'habileté qu'il y a eu au moment de la mise en place du PFU, c'est d'intégrer la CSG, la CRDS pour faire croire que le PFU était à 30%. Comme si on disait que l'impôt sur le revenu était à 60% parce qu'on rajoute la CSG et la CRDS. Non, lorsque ça a été mis en place, c'est 12,5%. Et donc là, aujourd'hui, porter ce PFU à 15%, eh bien, je pense que c'est un outil de justice fiscale et que par ailleurs, ceux qui paient le PFU, ce sont ceux qui ne sont pas, qui ont un dispositif qui leur est plus favorable que s'ils payaient par le biais de l'impôt sur le revenu. Et donc, ça touche véritablement ceux qui ont de gros dividendes. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'il y a vraiment là un souci et à la fois de justice fiscale et par le bloc gouvernemental, une manifestation d'un compromis qui est uniquement à 3%. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous proposons de rendre le PFU progressif. Et en ce jour où nous rendons hommage à l'ancien président Mitterrand, rappeler qu'il aimait dire cette phrase de Jaurès, que l'impôt progressif était la formule fiscale de la démocratie républicaine. Donc, nous proposons donc deux taux, un taux à 13,8 et un taux à 14,8, qui s'ajouteraient évidemment à la hausse de la CSG que nous avons décidé dans le PLFSS. Mais nous voulons dire à nouveau, comme l'a bien dit Christine Arrigui, que le PFU, ce n'est pas 30% en vérité, mais c'est évidemment la part d'impôt sur le revenu. Le reste, ce sont les contributions sociales. Donc nous proposons ce PFU progressif qui nous semble davantage correspondre au souci de justice fiscale que nous partageons. Merci. Monsieur le rapporteur sur ces amendements. Bon, tous ces amendements ont des points communs, ils ont des petites variations. Certains veulent supprimer le PFU, le retour à l'imposition au barème, d'autres d'augmenter le PFU de 5 points, d'autres de 3 points, et enfin
un système progressif, M. Brun vient de l'exposer, avec des taux majorés. Plusieurs choses à vous dire. D'abord, avec le PFU, la France applique le modèle général en Europe en matière d'imposition des revenus financiers, donc un taux fixe, le taux français. Deuxième point, et dans la partie haute, il faut quand même l'avoir en tête, nous sommes dans un marché dit unique. L'imposition maximale, c'est 30% en France, c'est équivalent à Belgique, 26,4% en Allemagne, 26% en Italie, et l'Espagne, 19 et 21. Premier point. Deuxième point, non mais il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire l'ensemble du prélèvement. Ensuite, la loi de finances sécurité sociale, vous l'avez dit, a déjà augmenté. Chut. Avec le rapporteur. Merci. La loi de finances sécurité sociale a déjà augmenté de 1,4 le taux de certains prélèvements. Et donc, pour certains, on est déjà à 31,4. Et donc, il me semble, enfin, qu'un prélèvement forfaitaire unique, simple et lisible permet par définition de la lisibilité. Et l'idée d'un système progressif n'est pas souhaitable. D'ailleurs, vous annoncez un gain de 2 milliards. Je ne suis même pas certain de ce rendement puisqu'un point de PFU représente de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros. Donc avis défavorable sur tous ces éléments. D'accord. Je suppose que Arrigui veut intervenir, parce que j'ai entendu. Oui. Et Monsieur Mathy. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'entends bien ce que vous défendez, et vous défendez toujours les mêmes, mais faire des comparaisons de benchmark avec d'autres pays d'Europe sans se soucier des organisations sociales des autres pays d'Europe, à savoir la Belgique ou l'Italie, je ne sais plus ce que vous avez cité, pour faire des analogies de taxation, non, franchement, on ne peut pas vous suivre. Faites des analogies de situation par rapport à véritablement l'imposition hors CSG et hors prestations sociales et hors cotisations sociales. Donc là, en l'occurrence, vos chiffres sont faux. D'accord, Monsieur Mathy. Oui, on ne soutiendra pas ces amendements parce qu'on considère que déjà, avec la contribution différentielle, on a quand même augmenté. D'autre part, je rappelle que la contribution exceptionnelle sur le revenu, qui elle n'est pas indexée d'ailleurs, est de 4% pour des très hauts revenus. Donc ça fait une flat tax à 16,8 concernant la partie fiscale, plus les contributions sociales. Et je vous rappelle encore une fois qu'avec le PLFSS, on a augmenté de 1,40 les contributions sociales. Donc on a un taux marginal qui pourrait, sans parler de la contribution différentielle, qui pourrait être de 36,2 si on cumule l'ensemble des augmentations que nous avons votées. Voilà. Je pense qu'on a un chemin qui a déjà été fait. C'est pas la peine d'en rajouter. Merci. C'est tout ? Ok, on passe au vote. Qui est pour la 642 ? C'est bon ? Qui est contre ? Rejeté. Donc là, dites-moi haut et clair. Le 464, tout le monde vote pareillement ? Rejeté. 627, pareil. 106, pareil. Ok, donc ils sont rejetés. On passe au 130, Madame Pires-Beaune, enfin le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Donc c'est un amendement de la députée Christine Pires-Beaune qui vise à remédier à une faille du Code général des impôts relatif au champ d'application des DMTG, qui concerne en fait une situation très particulière où vous pouvez mettre votre résidence fiscale à l'étranger et donner vos biens de façon assez conséquente à un enfant de moins de 6 ans, donc ayant moins de 6 ans de résidence en France, et les DMTG sont alors entièrement exonérés. Et donc l'amendement prévoit de remédier à cette faille en supprimant cette exonération. Merci. Monsieur le rapporteur. Écoutez, moi, je suis favorable sur le principe à une proposition qui consiste à lutter contre une pratique d'optimisation fiscale. Mais j'avoue que je m'interroge sur les effets de bord. Est-ce que ce que vous nous proposez comme rédaction ne risque pas d'imposer des personnes simplement parce qu'elles sont rentrées en France depuis moins de 6 ans alors qu'il n'y avait aucune intention d'optimisation. Et donc, j'avoue que je poserai bien la question en séance au gouvernement sur l'analyse des effets de bord de votre mesure. En attendant, je vais donner un avis de sagesse. Ok, passe au vote. Qui est pour
Monsieur Berthier, excusez-moi. Oui, en réponse à la question du rapporteur, il suffit d'attendre un peu plus de 6 ans, simplement. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Le 126, même groupe. Bien, merci Monsieur le Président. Encore un amendement de la députée Christine Pires-Beaune, soutenu par le groupe socialiste. Il s'agit de revaloriser l'ensemble des tranches en fait des MTG de façon à augmenter en fait, notamment pour les plus hautes tranches, de 1% en fait la contribution. Et donc dans le contexte actuel, cela nous paraît légitime. Merci. Sur le rapporteur. Bon, donc écoutez, moi je suis assez opposé à ce type de taxation des transmissions qui pénalise avant tout les classes moyennes, et je pense que pour financer la protection sociale, d'autres pistes existent. D'ailleurs, je me suis posé la question pourquoi l'amendement, finalement, alors dans une logique que je n'aurais pas partagée, n'augmentait pas aussi de façon similaire le barème appliqué en ligne collatérale ou aux non-parents. Donc je donne un avis défavorable. Très bien. Monsieur Mattei. Non, je voudrais simplement rappeler que le barème de l'article 777 du Code général des impôts, parce qu'on parle beaucoup d'indexation, n'a pas été indexé depuis de très nombreuses années. Donc on a un effet avec l'augmentation. Je rappelle quand même qu'on a une taxation marginale à 45% en ligne directe, ce qui n'est pas une petite taxation. Donc on s'étonne de la non-indexation de beaucoup de, de l'indexation de beaucoup de barèmes, mais là, en l'espèce, comme l'IFI, comme le droit de succession, n'ont jamais été indexés ou ne sont pas indexés depuis de très nombreuses années. Donc je pense que l'augmentation de 1%, elle est déjà acquise par l'augmentation des biens. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 979, Monsieur Morel. Merci, Monsieur le Président. C'est une proposition d'impôt plancher sur la fortune. On a retenu un taux de 0,5 pour prendre en compte et respecter les règles de la recevabilité financière qui étaient propres à la seconde lecture. Je dis bien plancher, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un titulaire d'un patrimoine de 100 millions d'euros qui paye déjà 500 000 euros ou plus en impôt sur le revenu ou flat tax, cette proposition ne va pas l'atteindre. Mais ce qu'on veut, nous, alors évidemment, ça veut dire que c'est un rendement qui est plus modique que la taxe Zuckman telle que nous l'avions proposée en première lecture. Mais au moins, d'abord, il y a un petit rendement, puis ça permet aussi d'envoyer le signal comme quoi il y a une volonté de justice fiscale. Merci. Monsieur Boulou, le 112. Enfin, Monsieur Boulou n'est pas là, Madame Mercier là. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, on sait que le problème de ce PLF, c'est un problème de recettes et qu'au bout de 3 mois de discussion budgétaire, nous n'avons toujours pas réussi à taxer les plus riches et les grandes fortunes. Et nous contournons toujours cette difficulté puisqu'il y a effectivement une intransigeance assez forte du côté de la droite et du bloc central pour refuser qu'on taxe les grandes fortunes. Donc ce que nous reproposons là, grâce à la jurisprudence Coquerel, on va dire ça comme ça, merci Monsieur le Président, la Commission des finances, c'est de reproposer une taxe Zuckman, mais en augmentant le seuil à 10 milliards d'euros, c'est-à-dire à partir de 10 milliards d'euros, donc qui concernera vraiment que les très très grandes fortunes et qui permettrait d'être dans le rendement de 6 milliards maximum. Mais même 6 milliards, c'est toujours extrêmement important pour ne pas faire peser le poids du rétablissement des comptes publics sur les plus fragiles. Monsieur le rapporteur. Oui, donc les deux amendements recréent un impôt plancher sur la fortune en jouant soit sur le taux, soit sur le seuil. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose une question, qui est la question de l'effet des mesures fiscales que nous votons sur l'économie. C'est ça la vraie question. Alors, j'ai l'impression qu'on ne se pose que la question de la rentabilité immédiate. Mais il y a des effets économiques à ce qu'on vote. D'abord, il me semble qu'il convient plutôt mieux d'imposer les flux que les stocks. Bon. Mais vous incluez les biens professionnels, donc ça revient à taxer l'outil de travail, à contraindre éventuellement des entreprises, je pense aux ETI, à distribuer des dividendes pour payer l'impôt au lieu d'investir, premier élément. Deuxième élément, il est proposé à un moment un paiement par action, donc ça revient de facto à étatiser
à un moment donné l'ensemble des entreprises. Parce que évidemment, si c'est ça la solution, c'est de payer en actions, dans ces cas-là, vous payez l'État en actions et ces actions reviennent à l'État. Je ne suis pas sûr que ça soit pertinent au plan économique. Vous proposez pour dissuader l'expatriation une exit tax renforcée. Mais moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il advient une fois les 6 années passées? Est-ce qu'on n'aura pas tout simplement vidé le pays de ses forces vives? Enfin, le taux de 0,5 pour le 0,5, sans mesure de plafonnement, enfin un taux sans mesure de plafonnement, c'est tout bonnement confiscatoire, et le Conseil constitutionnel l'a dit plusieurs fois. Donc je donnerai un avis défavorable compte tenu des effets économiques que vous allez créer, et vous n'aurez pas de toute façon le rendement à 6 milliards parce qu'il y aura évidemment des effets d'échappement. Donc avis défavorable. Petite réflexion, monsieur le rapporteur, les effets économiques, en tout cas du projet initial, on les connaît. Ils ont été expertisés par l'INSEE, c'est-à-dire c'est un budget qui s'appuie davantage sur la baisse des dépenses et c'est estimé à 0,8 points de PIB en moins. Donc l'aspect récessif du budget qu'on nous propose, on nous le connaît. Et d'après à peu près toutes les études sérieuses économiques, il y a plus d'effets économiques induits par une baisse des dépenses publiques impactant notamment le pouvoir d'achat ou les services rendus aux Français que d'augmentation des impôts des ultra-riches et autres. C'est à peu près documenté de manière sérieuse par pas mal de mécanismes. Donc on n'est peut-être pas d'accord sur l'analyse, mais ces effets économiques sont connus. D'autre part, là, je voudrais ajouter que ce ne sont malheureusement pas des amendements qui ont pour objectif, j'allais dire, d'équilibrer davantage le budget tel qu'il était prévu au départ. L'objectif, c'est qu'on a 6,6 milliards qui sont impactés en plus sur le budget de l'État du fait des mesures sur le PLFSS, et c'est de ça dont il s'agit. Voilà donc pour le début de cette nouvelle lecture engagée à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2026, texte majeur de ce début d'année, on n'y échappe pas. Alors ce budget de la discorde est attendu dans l'hémicycle à partir du 13 janvier et théoriquement jusqu'au 23 janvier. Mais d'ici là, on le sait bien, tout peut se passer. En tout cas, vous pourrez retrouver le suivi détaillé de cet examen budgétaire sur lcp.fr, mais aussi tous nos réseaux, puisque LCP est partout. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. À bientôt.